Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast In Shape to Grow, le podcast qui a pour mission d'inspirer les entrepreneurs à mettre ou remettre leur santé au cœur même de leur business plan. Dans l'épisode d'aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir d'accueillir Danielle De Wilde, qui au départ n'avait pas du tout la voie tracée vers l'entrepreneuriat. Elle a débuté comme enseignante, ensuite comme coach de carrière, qui au départ avait des qualités intuitives, mais qui au fil d'un développement personnel réussit fort bien à naviguer entre deux mondes. Étant petite, elle naviguait entre deux continents, et aujourd'hui, elle arrive à naviguer entre le monde du développement personnel et le monde de l'entreprise. Je suis donc très heureux de vous présenter cette extraordinaire interview. Je vous souhaite une très belle écoute et je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait et à poser vos questions en commentaire. Et je vous donne déjà rendez-vous la semaine prochaine. Eh bien voilà, bonjour Danielle, comment vas-tu aujourd'hui? Ça va très bien, David. Il fait magnifique à Bruges, il fait un soleil merveilleux. C'est magnifique et effectivement, la pièce dans laquelle tu te trouves est rayonnante, Tout à comme fait. toi aujourd'hui. Je suis très heureux de t'avoir dans ce podcast. C'est vrai que ça fait quand même pas mal d'années qu'on se connaît. On ne s'est pas croisé énormément de fois, mais on se connaît depuis plusieurs années. Et donc, est-ce que tu me permets de revenir justement sur un bout de ta carrière? Tout à fait, tout à fait. J'ai en plus appris il y a quelques minutes que tu étais en train d'écrire un livre. Donc voilà, ceux qui sont intéressés par ce petit bout de carrière, ben, ils pourront très bien aller compléter leur découverte dans ce prochain livre. On en parlera dans un instant. Donc tu es né en Flandre, à Gand, si mes souvenirs sont bons. En 1960, au siècle dernier. Ouf, au siècle dernier. Je n'aurais pas osé donner la date, hein. Si je vais avoir 61 ans, pour moi, il n'y a aucun problème parce que j'ai été conçue en Afrique. C'est ça. Et donc, 1960, c'est l'indépendance. Ma maman, parce qu'on va parler de stress, hein, donc ma maman, elle a été dans le dernier avion à Léopoldville. Le dernier avion, elle a vraiment dû fuir les personnes qui s'en prenaient aux Blancs. Blanc, ouais. Elle était enceinte de moi et avait mon frère qui n'avait pas un an à la main. Oh là là. Et donc, mes parents ont dû tout recommencer. Et la première chose, c'est je suis née en novembre dans des circonstances, je peux quand même dire, assez stressantes. Oui, ça on peut le comprendre. Et pour, je dirais, l'environnement et pour ta maman, parce qu'il y a l'environnement et puis il y a une deuxième grossesse, il y a un pays qui n'est pas du tout, je dirais, dans le connu, hein, parce qu'une naissance et une grossesse, c'est quelque chose de très, très prenant pour une maman. Moi, j'ai eu la chance d'accompagner Samira pour ces trois grossesses. Et donc, oui, c'est clair que c'est à chaque fois un rite de passage. Et là, il a été fameux. Et j'ai réussi à y donner un sens. Je me dis, si ça m'est arrivé, c'est pas pour rien. Mm. De là, ma passion pour tout ce qui est, oui, quand même, voyage intérieur, ma passion pour monde visible, monde invisible, un peu comme si j'étais toujours entre deux mondes. J'ai ça souvent, tu sais. Et donc, en Belgique, donc née en Belgique, quand j'ai eu 5 ans, mes parents avaient 4 enfants, C'est ça. ma petite sœur avait 4 semaines, et ils sont repartis en Afrique, Wow. au Congo, pour recommencer une vie. Donc, moi, je ne suis pas comment dire, de la catégorie colonialiste, je suis de la catégorie post-colonialiste. Tu as fait un voyage entre différentes époques et entre différents mondes, parce que clairement, j'imagine que tes parents ont retrouvé l'Afrique changée en 5 ans. Ils ont retrouvé l'Afrique changée. Je ne sais pas, je ne peux pas m'imaginer. Mais enfin, toi, tu viens aussi de faire ton déménagement. Hein. Imagine 4 enfants, dont un tout petit, qui se suivent. Ma mère a trouvé un travail dans l'école normale C'est ça. à Elisabethville, Lubumbashi maintenant.
où elle donnait donc cours à des régents pour devenir prof. Ouais. Et mon père travaillait pour une société, la société Sogélec, Société Générale d'Électricité, et travaillait donc un bon job comme ce qu'on pourrait appeler maintenant le chef IT. C'est ça. Donc, j'ai grandi dans cet environnement flamand, de Gand, comme tu l'as dit. Mais comme mon père tenait vraiment à avoir des enfants bilingues, on a été à l'école en français. C'est ça. Ouais. En 75, il y a eu la nationalisation. Donc, mon père a perdu son travail et en fait, beaucoup d'Européens ont dû dégager pour donner la place que je trouve juste aux personnes, donc aux Congolais, qui s'appelaient Zaïrois à l'époque. Et c'est comme ça que quand j'ai eu 15 ans, on est de nouveau revenu en Belgique et pour de nouveau tout recommencer à partir de zéro. Wow. Oui, quelle aventure, effectivement. Oui, c'est vraiment... et de là, je pense que comme trainer coach, j'ai eu l'occasion de beaucoup intervenir en organisation. Et le thème, c'était souvent la gestion du changement. Ah oui, quelque chose que tu as vécu à tout niveau. Dans mes tripes. Oui. Vraiment. C'est marrant parce que tu anticipes une de mes premières questions par rapport à ton parcours, parce qu'en 1982, tu débutes des études à l'Université des sciences appliquées de Courtrai. Et je voulais justement te demander si à l'époque, tu avais... Tu as trouvé ça, toi? J'ai pas fait ça, toi. Tu as trouvé la sciences appliquées de Courtrai. Non, dit. Non, non, c'est quelqu'un d'autre. Moi, j'ai fait... c'est sur ton profil, LinkedIn. Donc, j'ai peut-être très mal... à l'école normale de Bruges, ils ont mis... Hein? Ah, c'est que tu as mal encodé ton profil LinkedIn, alors. Hein. Mais en tout cas, bon, tu peux corriger tout à fait. Hein. Donc, c'est dans les années 80. Oui, bon. Oui, et donc, en fait, j'ai fait des études pour devenir prof. Donc, ma spécialité, c'était le français. En fait, pour être complètement honnête au niveau entrepreneuriat, donc quand mon père quand on est revenu en Belgique, il n'y avait jamais d'indépendant dans la famille. Et mon père, lui, s'est mis dans la tête, tu sais, quand tu es un grand boina là-bas, tu arrives en Europe, tu n'es rien, hein, plus rien. Et lui s'est dit, je vais ériger une firme. Bon, mais au niveau administration, enfin, tu vois tout le truc. Bref, ça a foiré. Et ce que j'ai quand même vu, moi, c'est les huissiers qui ont débarqué chez nous. À l'époque, ils écrivaient les meubles, ils venaient les prendre et ils allaient les vendre sur le marché. Hein. Wow. Tu t'imagines? Donc moi, à ce moment-là, indépendant est égal à misère, est égal à pauvreté, est égal à humiliation. Ouais. Donc, moi, je me suis dit, je vais vraiment faire un truc rapidement, des études, parce que avec la faillite, il n'y avait pas beaucoup d'argent à la maison. Donc, j'ai fait pour devenir prof pour des ados, français, histoire, anglais. Puis, je me suis retrouvée en pleine crise économique. Enfin, il y a toujours des crises économiques, mais en 80, c'était aussi la crise économique. C'est ça. Et après, j'ai continué et c'est ça que j'ai fait en flamand. Ça s'appelle Morale Philosophie. Oui, ça, c'est ce qui est marqué dans le petit descriptif sur ton... C'est ça. Et donc, j'ai donné cours, un peu, mais vraiment partout, à des ados, mais qui n'en avaient rien à cirer du français. Tu t'imagines, hein? Moi, je m'amène là, toute jeunette. Mais ça aussi, j'en faisais des cauchemars. À ce point-là, oui. Ah oui, j'avais 19 ans. Je devais assurer par rapport... Parfois, c'était l'école hôtelière à De Panne. Donc, parfois, ils étaient plus âgés que moi. Ouais. Il fallait les motiver. Et puis, à l'époque, il n'y avait pas de mentorship maintenant. Dans les écoles, ils sont quand même bien encadrés. Là, t'es jeune, tu reçois les groupes les plus compliqués. Il n'y a personne pour te donner un coup de main. Ouais. Tout à fait. Et donc, quelques années plus tard, tu deviens coach de carrière. Ça, c'est juste quand même. Attends. À la VDAB. J'ai fait ça pendant 5 ans. Puis, j'ai participé à un examen qui a fait que j'ai pu être
instructeur, ça s'appelle au VDAB. C'est ça. VDAB, Vlaamse Dienst voor Arbeidsvoorziening. Donc, j'ai fait, c'est un peu, en France, c'est Pôle emploi. Oui, c'est ça. Donc, c'est accompagner les demandeurs d'emploi, des personnes qui ont perdu leur emploi ou des personnes qui avaient un diplôme, je ne sais pas, des anthropologues, des qui ont fait politique et sciences, pour les canaliser pour être, comment dire, bien cadrés dans le monde de l'entreprise. Professionnel de l'entreprise. Et Ouais, on ne donc, parlait pas encore de coach à ce moment-là. non, Le coach, c'était que coach sportif. Hein. c'est ça. Oui, 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 mais c'est vrai que pour le vocabulaire d'aujourd'hui, c'est un peu ce que tu faisais déjà, c'est l'orientation par C'est ça. rapport à la personnalité, par rapport aux valeurs, par rapport à toutes les caractéristiques que tu pouvais tirer de la personne. Quelques années plus tard, tu t'intéresses très vite en fait à la PNL pour justement comprendre encore mieux la communication qui va devenir vraiment quelque chose de très important pour toi, jusqu'à devenir formatrice, dis-moi si je me trompe, hein, à l'Institut Arcarius à New York. Mais dis, mais tu me. Vraiment, ce serait chouette si c'était comme ça. J'ai suivi les cours de PNL jusqu'à devenir trainer en PNL Ça, à Arcturus, c'est ici en Belgique, mais une des fondatrices de New York Training Institute, Anne Linde, venait chaque année c'est en ça. Belgique. Donc, c'est New York qui est venu à moi, je Oui, n'ai pas voilà. été à New York. C'est pas plus Mais bon, mal, j'ai hein, mon écoute. diplôme. J'ai mon Voilà, diplôme. Ouais, voilà. ouais. Et du coup, j'arrive en 2000 où tu fais partie de la NLP University Millennium Project, qui était un grand événement qui voulait ramener un peu tous les certifiés en PNL. Et C'est donc ça. là, on voit que c'est quelque chose qui va revenir très régulièrement dans ta carrière. C'est un intérêt particulier pour tout ce qui est communauté, pour tout ce qui est regroupement. Est-ce que déjà à l'époque, tu avais cette connaissance ou cette intuition ou cette oui, connaissance de l'importance de la communauté pour la santé? Je ne pense pas que j'avais déjà eu le déclic que c'était important, mais j'ai toujours été, comment dire, un animal de troupeau, si je peux dire, dans la meute. Dans la meute. Dans la meute, et j'ai toujours, je ne sais pas comment ça se fait, mais je me suis toujours sentie bien dans les groupes. C'est ça. Vraiment, oui, et après, je lisais encore aujourd'hui des choses sur l'ocytocine. Oui, oui, Ben, c'est que on a besoin de ça. C'est vraiment l'hormone de l'amour, l'hormone du lien. du lien. C'est vrai que maintenant que tu le dis, je n'avais pas fait le lien, tu sais, mais j'ai toujours fantasmé sur, mais que c'est bête que chacun a son petit chez-soi, Oui. à faire sa petite popote. Et je me dis, ce serait quand même beaucoup plus intelligent de se rassembler et de créer en fait des mini-communautés. Mhm. Clairement. Clairement, c'est ce que j'ai remarqué en fait dans ta carrière parce que quelques années plus tard, tu es la cofondatrice du BAO Group, justement. Donc, c'est un groupe d'experts en coaching pour les professionnels, les leaders et les organisations, hein, dans le lien entre développement personnel et développement professionnel. Et du coup, c'est bien le BAO Group. Donc, là, à nouveau, je retrouvais ce lien de communauté ou en tout cas de petits groupes. Donc, quelque part, au départ, tu étais attiré alors finalement par cet aspect de communauté, d'entraide, alors finalement. Écoute, justement, entre ma période de 13 ans où j'ai eu mes filles, où c'était un travail régulier, où j'avais vraiment besoin de ça, quand j'ai eu 39 ans, j'ai vraiment compris que dans cet organisme gouvernemental dans lequel je travaillais, et c'était bien, tu sais, mais là j'avais compris, j'ai fait le tour. Ouais. Je voulais apporter certaines choses qui n'étaient pas possibles. Et donc, en gestion de stress, on le sait bien, ou bien tu changes d'environnement, ou bien tu changes quelque chose dans ta tête. Moi, Ouais. c'est les deux. J'ai Ouais. changé quelque chose dans la tête pour oser me lancer comme indépendante. C'est ça. Ah oui, Et donc là, là, tu étais. jusque-là, jusqu'à mes 39 ans, j'étais dans l'enseignement, puis j'ai travaillé pour cet institut gouvernemental pour accompagner les demandeurs d'emploi. Ouais. Quand j'ai eu 39 ans, ça m'a pris 9 mois, je me souviens, pour faire le clic
pour oser passer de salariée à indépendante. Wow. J'habitais à la mer, à Vendôme. Et donc, je me suis lancée comme traîneur en communication et leadership, mais sans même bien savoir ce que c'était, tu sais. Mais là, là, je dois dire, là, j'ai osé. J'avais aussi un peu cette espèce de... La niaque de l'innocence, je pense. Ouais. J'étais portée par quelque chose. Et donc, parce que tu parles de communauté, là, j'ai dû quitter une communauté pour me lancer toute seule. Ouais. Ouais. Et ça, j'ai fait pendant de 99 à 2005, je pense, où j'ai travaillé un peu plic-ploc comme ça, comme traîneur coach indépendante pour plusieurs bureaux, mais sans jamais m'engager. Okay. Et puis, à un moment donné, j'ai rencontré quelques personnes, dont Pierre Lucas, qui lui venait d'AXA. Ouais. Et quelque part, ça a bien matché et on a rassemblé nos compétences. Parce qu'à l'époque, entre 1999 et 2004, lorsque vous créez à deux le BAO Group, tu continues à te former parce que quand tu es coach trainer en 99, c'est du classique à ce niveau-là. Oui, c'est du classique, mais pas, je pense, enfin, peut-être que je ne suis pas très humble, mais je pense que j'ai pu développer une méthode, une méthodologie dans laquelle je me retrouve complètement et je vois bien pourquoi. Quand je travaillais avec les demandeurs d'emploi, oui. Ils devaient être bilingues, hein, en Belgique, trilingues même. Et moi, j'étais responsable aussi du côté français pour leur apprendre à se présenter en français, pour écrire des trucs en français, pour le langage de l'entreprise en français. Et moi, j'avais dit, bah, je vais tout le temps leur parler en français. Ouais. Donc, tu vois, je faisais pas un langage, je leur parlais. Tu sais, comme on fait parfois avec des enfants, Oui. ne pas parler petit enfant, Oui. mais parler le beau français. Et donc, ça m'a permis de pouvoir de manière créative faire en sorte que les personnes apprennent rapidement sans qu'ils se sentent forcés, mais parce qu'il y a une bonne ambiance. Oui. Et ça, je pense j'ai vraiment pu créer une bonne ambiance, ce qui fait que le système nerveux se sent en sécurité. Bien sûr. J'allais revenir, tout à fait, revenir sur cet aspect de communauté qui rassure et qui aujourd'hui, scientifiquement, est prouvé comme étant extrêmement important pour la guérison. Et comme tu le disais il y a quelques instants, à l'inverse, aujourd'hui, on est fort distancié. C'est à la mode, un peu la distanciation physique ou sociale qui j'allais dire, nous désimmunise quelque part, Oui. Oui. Donc là, tu avais intuitivement compris que si les gens se sentaient ensemble sur le même pied d'égalité, relax, eh bien, ça promotionnait un apprentissage. Et tu vois l'image des Africains, des enfants africains avec leur pied là, c'est vraiment ça. Donc, tout ce qui est cercle, tout ce qui est englobant, tout ce qui n'est pas hiérarchique, moi, je suis vraiment en faveur de ça. Et en même temps, le leadership, c'est quand même aussi oser te séparer du groupe et oser prendre une position de leader, quoi. Hein. Tout à fait. Donc, il faut pouvoir faire les deux. Et ce que j'ai remarqué, parce qu'on parle du confinement, que pour beaucoup de personnes, pour certaines personnes, un laps de temps réduit en isolation, en isolement, ça leur a permis, en fait, de calmer leur système nerveux. Oui. Et de se rendre compte à quelle vitesse, finalement, il fonctionnait avant. Et c'est vrai que lors du premier confinement, beaucoup de personnes ont dit je me suis senti bien. Et moi, en premier, figure-toi, je vais t'avouer quelque chose. Quelques semaines avant le confinement, j'avais dit à Samira, mon épouse, tu sais quoi? Si je pouvais avoir un job juste à la maison, je serais super heureux. Un mois plus tard, confinement. Donc, le premier confinement, pour moi, il a été très, très salvateur au niveau, justement, de ce rythme de vie que j'avais encore à l'époque. Et donc, tu vois, tu l'as remarqué, effectivement,
j'imagine, avec les groupes avec lesquels tu travaillais à ce moment-là. Parfait. Mais si tu me permets d'embrayer, parce que ça, je veux quand même rendre honneur, comme toi, je crois que tu as un peu. Moi, on m'appelle parfois Madame Colombo, Ah bon? parce que j'aime aussi parler de mon époux, de Jacques, comme toi de Samira, hein. Ouais, Et ce que je voulais dire, c'est que quand j'ai fait le switch de salarié à entrepreneuse, ouais, je dois bien te dire que on avait les jetons, ah parce oui, qu'en fait, comme on avait deux enfants, à un moment donné, on a décidé qu'un de nous restait à la maison. Et c'est Jacques qui a quitté son travail dans une agence de publicité c'est ça. comme graphiste pour s'occuper de nos enfants. Et Wow. jamais je n'aurais pu me lancer comme entrepreneuse si je n'avais pas, tu vois, ce support, ce soutien que C'est ça. quelqu'un assure au quotidien. Ouais, 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 ouais. Waouh. Ça, c'est chouette aussi. C'est important, hein, cette synergie. Oui, On parlait de la communauté, mais si on la reprend à son plus petit niveau, ben, c'est la famille. Et puis encore plus petit, c'est effectivement le couple qui doit être ben, complémentaire. oui, et oser prendre un risque, hein. Tout Oui, à fait. Tout à fait. oui. Mais pour prendre un risque, il faut pouvoir avoir un peu un back-office, un peu un backup ou sentir que derrière, il y a du soutien. Parce que sinon, La communauté, de nouveau, mais une toute petite voilà, communauté, hein. tout Oui, à oui, fait. oui. Tout à fait. Mais du coup, entre 1999 et 2004, entre autres, tu t'investis de plus en plus dans la International Breathwork Foundation. Et Oui, en 2001, tu vas même débuter de nouvelles études avec le docteur Villoldo, qui est oui, un anthropologue médical. Et donc là, tu vas entreprendre 4 années d'études sur justement toutes les médecines ancestrales. oui. Et en 2009, parce que là, à ce moment-là, je pense qu'on est déjà en contact, ou même un peu avant, en 2009, tu te spécialises également dans le travail avec le feu, et pas simplement le feu intérieur, mais gardienne du feu, un poste que j'ai, enfin un poste, hein, en tout cas, un, un rôle que j'ai eu la chance d'avoir Wow. pendant un an quand j'étais encore en Belgique. Et c'est vrai que ça amène énormément de choses. Je m'étais inscrit justement à un atelier avec toi pour une marche sur le feu à une époque également. Et donc, ma question, ce serait, parce que ça va être un des sujets de notre interview aujourd'hui, est-ce que cette marche sur le feu, par exemple, qu'on connaît surtout des États-Unis comme un grand show, mais est-ce que c'est une réelle expérience ou est-ce que c'est du show selon toi? Eh ben, tu as différentes façons de faire une marche sur le feu. Tu as la façon, je dirais plutôt un peu Anthony Robbins à la PNL, là. Yes, yes, yes. Et alors on traverse, même pas peur, tu ne sens rien, mais tu traverses. C'est chouette. De là, motivé. C'est une façon d'aborder les choses, mais comment moi je le fais vraiment suivant les enseignements des traditions très anciennes Ça, où tu es là face au feu, grandfather, le grand-père, et tu sens, tu le sens, et c'est, euh, tu te permets d'aller de ressentir toutes les émotions qui te traversent. mhm, Parce que on a, on a tous été élevés peur du feu, tu vas te brûler, mhm, et en même temps, on sait qu'on est du feu. mhm, Et donc, ma tâche en tant que Firewalk Leader, mhm. c'est de reconnecter ou de connecter les personnes à leur feu intérieur. C'est ça. Et pour ce faire, il y a différentes épreuves qui passent, dont je ne vais pas trop les divulguer parce que c'est chouette que les gens Bien sûr. euh, oui, Les puissent se découvrir, les découvrir par expérimenter. eux-mêmes. Mais Oui. c'est vraiment, pour faire le lien avec le stress, c'est vraiment proposer à des personnes des épreuves de dépassement de soi, Oui. ou, ou dit très simplement, ils ont les chocottes, Oui. Oui. ou ils ont peur, mais ils ont un but, ils ont un objectif. Ils savent pourquoi ils font les choses et pourquoi ils le font pour retrouver leur feu intérieur. C'est ça. Ils le font pour leur guérison à eux et on peut aussi le faire pour la guérison de quelqu'un d'autre. Et quand je dis guérison, c'est pas la guérison médicale des médecins, hein. Non. C'est to become whole, hein, C'est ça, oui, tout à fait. Ce qui est to heal. important justement en tant qu'entrepreneur, parce que
l'entrepreneur, ben, il est j'allais dire au feu et au moulin, au four et au moulin tout le temps. Donc, il Oui, doit avoir cette passion. Et c'est oui, pour ça que ce podcast, pour moi, est important, c'est d'inspirer justement tous les entrepreneurs qui n'ont peut-être pas mis leur santé au cœur de leur priorité, parce que si on se brûle, ce sont toutes des expressions, hein, finalement, on ne exactement. profite ni de son métier, ni de sa passion, ni de sa famille, ni de ses amis, ni de rien. Donc, je pense qu'il est grand temps que chaque entrepreneur remette un petit peu cette santé au cœur de ses priorités. Alors, Et tu disais santé, je t'interromps, hein, je m'excuse, hein, David, mais parce que avant, il est question depuis assez longtemps, en Belgique en tout cas, du burn-out. mhm, On en parlait beaucoup, mais on n'en parlait pas souvent en faisant le lien avec les entrepreneurs. Et on disait, la catégorie de personnes qui est le moins malade, ce sont les entrepreneurs. parce que, pourquoi? Parce que dans les statistiques, on voit qu'ils sont jamais absents. Ah ben bien sûr, ils ne peuvent pas se le permettre. Mais non, Mais maintenant, en Belgique en tout cas, il s'avère que le corps ne suit plus. non, mais non. Et donc, même les personnes qui ont leur propre business, qui sont leurs propres maîtres, qui peuvent déterminer leur propre rythme, même eux, ils se laissent emporter. Donc, la tête n'arrive pas à se calmer et c'est le rat race dans la tête. Oui, Tellement la tête veut encore toujours, mais le corps, il dit, ben, oui, en flamand, on dit, wie niet horen, wel moet voelen. Donc, il ne veut pas entendre, doit non, ressentir. oui, Et c'est ça le clash. Hein. tout à fait, clairement. Et alors que, comme on le disait avant de débuter l'interview, à tout moment, on peut se dire, OK, stop, et revenir en arrière. Quel que soit le passé, quelles que soient les habitudes que l'on a eues, il y a toujours un moment où on peut faire des changements. Et donc, tu continues différentes formations et depuis une dizaine d'années maintenant, tu es facilitatrice justement en Breath Cycle parce qu'au-delà du feu, depuis une vingtaine d'années, bon, on l'a dit tout à l'heure avec ton implication dans la Fondation internationale, le souffle et la respiration qui est à la base, je veux dire, moi en tant qu'entraîneur sportif, dans mes débuts, la respiration, on ne nous en a jamais parlé, on nous a parlé des muscles, on nous a parlé Yeah. du cœur, mais alors que la respiration, et pour être honnête avec toi, quand j'ai étudié le système respiratoire, que ce soit en Belgique ou en Australie, ça ne m'a pas du tout intéressé. Mais pas du tout. Alors que maintenant, ça fait quelques années que c'est vraiment devenu un sujet sur lequel j'essaye de comprendre un maximum. Et ce sont des outils, je veux dire, presque illimités. Et donc, toi, Oui. c'est un des outils que tu as développé petit à petit. Comment est-ce que tu es venu en tant que trainer en 1999, comment tu es venu à t'intéresser à la respiration? Euh, Tu disais le four et le moulin. Oui, ça me faisait penser ben, le feu et l'eau. Mhm. Le feu et l'air, Et là, hein, le moulin. Il y a le ah, moulin à eau ouais, aussi. Ouais. Et ce sont les éléments, en fait. Hein. ouais. Comment je suis arrivée à m'intéresser au corporel et à la respiration, ben, c'est pas compliqué. Euh, Malgré que j'ai accouché, et j'ai accouché à la maison, donc de manière très Mhm. consciente, malgré ça, je crois que j'ai été très coupée avec tout le vécu qu'on a eu. Bien sûr. Avec, hop, j'ai été un peu coupée de mon corps et c'était ma tête qui était le chef. Et à un moment donné, je me vois encore aller chez la kiné pour faire les exercices post-nataux Oui, c'est ça. avec ma petite qui était dans la voiture. Un type m'est rentré dedans, j'ai fait ça Oula. et j'ai eu un whiplash. Ça ne se voyait pas. Mais c'est là qu'a commencé un travail comme si pendant toutes ces années, j'avais pas été consciente de mon corps. Et puis Malgré j'ai les accouchements. Ouais. malgré l'accouchement, et c'était un accouchement, attention, je l'ai senti, hein, Oui, 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 oui. bon, mais malgré, et je pense que c'est grâce à ça justement, parce que j'étais quand même un peu déconnectée, que j'ai pu, oui, presque dissocier, je dirais. Oui, oui, oui. Et donc j'ai eu cet accident qui n'était pas grave en soi, mais là, je crois que j'avais 33 ans. Euh, non, 30 ans, parce que, 31. Et donc, j'ai eu ça, a commencé un calvaire où j'avais constamment mal au cou, mal au dos, mal au rein. Ben,
Et en fait, ça a continué comme ça. Et mon mari, Jacques, j'avais été à l'hôpital et alors ils te font des piqûres. Puis je me suis dit, je ne peux pas quand même être moi constamment à avoir des injections. Je dis, c'est pas possible. Et il s'amène avec un folder du magasin bio, un tout petit magasin bio qu'il y avait à Blankenberg. Et je vois là-dedans shiatsu. Ouais. Il me dit, ce serait peut-être pas mal que tu ailles. J'avais jamais entendu parler de shiatsu. Bref, je croyais que c'était un atelier découverte, mais en fait, c'était toute une formation pour devenir praticien en shiatsu. Wow. Je débarque dans ce truc où il me parle de chakra, où il parle, mais je me dis, c'est pas possible, je suis tombée sur des fous, une secte. Mais en étant sujet, en sentant les personnes qui s'entraînaient sur moi, et moi, en m'entraînant sur les personnes, j'ai remarqué, David, que j'étais raide comme un balai, et en fait, que je faisais les choses mécaniquement et que quand je touchais les personnes, je coupais mon souffle. Ah oui. Et alors là j'ai eu des clics. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Tu ne vis qu'à moitié. Bref, a commencé tout un chemin de yoga, de shiatsu, jusqu'à ce que mon prof de yoga me demande un jour de le remplacer. Mon prof de yoga, maintenant je fais le lien, Alberto Paganini, qui était aussi Breathwork Rebirth. Hein. J'avais jamais entendu parler de ça, mais c'est lui qui, la première fois, m'a proposé de l'accompagner à Paris. Je ne sais plus dans quel hôtel c'était, pour ma première session de respiration consciente connectée avec, je ne la connaissais pas, mais après j'ai appris, la papesse des Rebirthers, qui est Sandra Ray. Ok. Wow. Et donc, je suis là allongée avec, je crois, une centaine d'autres personnes à respirer dans cet hôtel. Et en respirant de façon consciente, connectée, il y a plein de choses qui se passent en moi. Je sens mes poumons, je sens des picotements, je sens de l'émotion qui remonte. Et alors, le truc, je suis encore émue en y pensant, à un moment donné, donc tu es là seule avec d'autres, hein, tu es là allongée, les yeux fermés. À un moment donné, il y a une des assistantes, j'imagine, qui vient vers moi et elle met sa main tout doucement sur mon front. Et là, c'est là, je pense que j'ai reprogrammé que tu peux être safe avec d'autres personnes, que des personnes sont là pour toi à te soutenir de manière inconditionnelle, juste par amour du prochain. Enfin bref, pour moi, ça a été tellement fondateur à l'intérieur de moi-même que je me dis, ben moi, je vais me former à ça. C'est ça. C'est ça. Et donc, de fil en aiguille, je suis arrivée à la International Breathwork Foundation, que je n'ai plus quittée jusqu'au jour d'aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui. Mais est-ce qu'aujourd'hui, tu as encore des douleurs au niveau de la nuque? Écoute, j'ai fait, mais alors là, je t'assure, des kinés, puis on m'a dit, oui, c'est sûrement émotionnel. Puis j'ai fait le emotional, et faire ceci, et cela, et respirer. Et ça m'a beaucoup aidé. Et je crois que j'ai eu besoin de tout ça pour arriver aujourd'hui, à mon âge canonique, de pouvoir rester présente à tout ce qui se passe chez l'autre. Enfin, tout. Je ne vais pas exagérer, mais tu sais, j'ai fait tout ça, la respiration, le corporel, le yoga, courir, bien m'occuper de moi, la nourriture, végétarienne, bio, tout ça, mais j'avais encore des douleurs. Ouais. Vraiment des douleurs. Et ce qui m'a énormément aidée, je l'ai trouvé, mais par hasard sur Internet, un jeune kiné à Bruges, by all means. C'est extraordinaire. Mais tu sais, à l'intérieur de moi, j'ai toujours pensé, ici, c'est toujours tendu, c'est tendu. Mon corps est comme un bonsaï. Ouais. Il me faudrait quelqu'un qui aille très profondément, plus loin que les fascias, au plus profond des muscles. Et je vais chez ce kiné, ce jeune kiné, il fait du dry needle therapy. Ouais. Je n'ai pas regardé, je ne savais pas ce que c'était. Je n'ai pas regardé, mais il a enfoncé donc, au niveau de ma fesse,
Ah Il ouais. a enfoncé une aiguille. J'ai senti, Ah ouais. mais c'était incroyable l'effet que ça a eu. Je ne dis pas que j'ai plus jamais de douleur, mais moi qui y en arrivais presque à boiter tellement que mes muscles étaient tendus, Ouais, ouais. et bien, ça a été, mais vraiment franchement, euh, et j'y retourne comme ça 2, 3 fois par an. C'est ça. Et donc ça, et ça, je le dis à tout le monde. Pour moi, ça a bien marché, Ouais. le dry needle. Tout à fait. En fait, c'est un peu comme si cet événement avait tout contracturé, que le chemin que tu as fait bah, a éliminé tout ce qui était subtil et dans ce monde-là, mais qu'il fallait encore faire la connexion avec le monde physique, parce que le monde physique, bah, c'est notre véhicule de tous les jours. Donc même si on Oui. travaille sur toutes les autres tranches, s'il y a un nœud, il faut quand même y aller avec l'outil physique. Et du coup, mais tu continues à aujourd'hui, tu es consultante formatrice en communication avec des spécialisations en habileté sociale, en gestion des émotions, en estime de soi, en gestion d'équipe, dans diverses organisations partout dans le monde. C'est marrant que finalement ton kiné soit de Bruges avec tous les voyages et tous les transcontinentales que tu as fait. Et donc tu as une approche qui est vraiment holistique entre la communication interpersonnelle et intrapersonnelle. Et donc, c'est dans, je dirais, depuis 30 ans, dans ce domaine-là, que tu excelles aujourd'hui et sur lequel tu vas, tu m'as dit tout à l'heure, écrire un livre. C'est sur ce domaine-là que tu vas écrire? Je suis en train d'écrire un livre sur ma vue sur le coaching, Ah ouais, sur ma vue holistique sur le coaching. Ça s'adresse à des coachs où j'invite les coachs, j'appelle ça les coachs traditionnels, les coachs conversationnels, oui, à ouvrir leur champ et d'aller dans quelque chose de plus holistique. Euh, et j'ai appelé ça du coaching curatif au coaching régénératif. hmm, Et dans régénératif, il y a régénérer, ouais, il y a générer ouais, hein, des nouvelles solutions et il y a aussi génération. Parce que je pense que maintenant, c'est vraiment, on est arrivé à un point de l'humanité où je me dis, mais qu'est-ce qu'on lègue à nos enfants? Qu'est-ce qu'on lègue, moi, à mes petits-enfants? Je dis, clairement. mais vers quoi va-t-on? Je voulais juste un peu nuancer. J'aime bien ta façon que tu as de me voir. C'est comme si j'avais été dans le monde entier pour propager la bonne nouvelle. J'ai fait de l'international, j'ai fait des trainings internationaux, mais j'ai vite déchanté, tu sais, David, parce que aller comme ça dans des hôtels, prendre l'avion, j'ai été très contente et très fière de pouvoir dire que j'étais trainer international. J'ai très rapidement lâché le truc pour me focaliser sur le Benelux et Belgique. puis juste sur la Belgique, Tout à vraiment. fait, mais c'est un équilibre de chacun. C'est vrai que voyager fatigue énormément et l'avion, au niveau justement énergétique, est extrêmement épuisant, hein. Je ne suis pas sûr que je pourrais, Exactement. comme ça, voyager à travers le monde comme certains de mes collègues. Eh bien, écoute, en tout cas, c'était, comme je le disais en début d'interview, on se connaît depuis plusieurs années, mais c'était passionnant et très inspirant. Donc, le but est déjà atteint, en tout cas pour moi, d'écouter ton histoire. Et aujourd'hui, maintenant, je voudrais passer à une autre étape de cette interview. Et donc, à travers cette profonde expérience de l'être humain que tu as aujourd'hui et des relations qu'il entretient avec lui-même et avec son environnement, puisqu'on en a vraiment parlé par rapport au breathwork, par exemple, est-ce que je peux te demander comment toi, en dehors de ton kiné préféré de Bruges, hein, avec qui tu te fais piquer comme une poupée. Qu'est-ce que tu as développé justement en relation avec ta santé aujourd'hui? Je ne sais pas si tu connais justement Paul Chek et ses 4 docteurs intérieurs quand il parle docteur repos, docteur mouvement, docteur menu et docteur bonheur. Est-ce que tu pourrais un peu nous dire comment toi tu les entretiens au quotidien? Moi, je fais les 4 docteurs. En fait, les 4 docteurs me font penser à quelque chose que dès que je l'ai lu, et je bassine tout le monde avec ça, et dans le livre que j'ai écrit, j'en parle aussi, c'est, on parle beaucoup de Gabriel Roth, hein, celle avec les 5 rythmes, tu Oui, sais. tout à Mais fait. en fait,
En fait, on lui assigne un quote, une citation, mais qui ne vient pas d'elle, mais qui vient d'Angeles Arrien, qui est une anthropologue basque-américaine, Ouais. qui était consultante. Elle est décédée il y a quelques années, consultante en organisation, et elle avait cette approche holistique, donc d'accompagner, mais tout en faisant le lien avec les traditions des peuples racines, comme on les appelle. Ouais, ouais. Et elle a étudié ça comme anthropologue, et il est arrivé aux 4 baumes. Donc, les 4 baumes pour une bonne santé, de healing selves, ils appellent ça en anglais, mais c'est quelque chose, une question que tu peux poser à tous tes clients. C'est quand ils se sentent pas en bonne santé, quand ils se sentent en burn-out, quand ils se sentent ne pas avoir la niaque, en anglais, ils disent dispirited. Donc, de ne plus avoir l'esprit en soi. Ils disent, et la question, c'était ce que les chamans ou les hommes-femmes médecine posaient dans les temps anciens. Quand as-tu cessé de chanter? Quand as-tu cessé de danser? Quand as-tu cessé d'être émerveillé par les histoires? Et quand as-tu cessé d'être confortable dans le silence, dans le doux territoire du silence? J'ajoute avec soi-même. Ouais. J'ajoute être émerveillé par les histoires des autres, être intéressé par l'humain et être intéressé par ta propre histoire. Ouais. Et donc, j'ai fait des liens, je me dis chanter. Ben oui, ça vient de la nuit des temps, chanter. Mais chanter, c'est s'exprimer. Tout à fait. Chanter, c'est respirer. Sans faire, ce qui fait bouger tes cordes vocales, c'est la respiration. Danser, c'est le mouvement. Avec le confinement, mais combien, j'étais des heures et des heures derrière mon PC. Moi aussi, je me suis rendu compte de ce que c'était que la vie de sédentaire au confinement, ça, effectivement. C'est dingue, hein? Ouais. Donc, et les histoires, c'est aussi... Et donc, tu vois, tu fais le lien entre l'air, entre la terre, bien s'occuper de son corps, Ouais. bouger, entre les histoires, c'est le mental, Ouais. et le feu, en fait. Le feu, c'est l'âme. Ouais. Mais pour ce faire, donc, il faut bouger, il faut respirer, il faut raconter et se raconter, s'exprimer, être intéressé par les autres et mettre de l'air dans la tête pour un peu faire bouger les trucs, et aussi être confortable avec soi-même et ne pas toujours être en communauté. Oui, tout à fait. Pouvoir être un bon ami de soi-même, et pour être un bon ami de soi-même, il faut trouver prioritaire de bien s'occuper de sa santé. Ouais. Et donc, pour moi, ça a été pendant tout un temps, parce qu'il y a les saisons de vie, hein, je sens vraiment que ça change. Quand j'étais au printemps de ma vie, donc jusqu'à 28 ans, mais c'était vraiment courir, courir, courir. C'était faire du yoga, mais vraiment se contorsionner. J'étais assez souple. Hein. Puis après est venue une période où il y avait le yoga, mais où la relaxation était plus importante dans le yoga que se contorsionner. Ouais, ouais. C'est là où j'ai appris aussi les techniques de respiration. Vraiment être aware de comment tu respires. J'ai adoré faire toutes les techniques de respiration consciente, mais holotropique, tu sais, avec de la musique en bougeant. J'ai beaucoup aimé ça. Et maintenant, je suis... Enfin, et courir aussi, j'ai toujours couru. Maintenant, je suis plus dans une phase où tout ne doit pas aller aussi vite. Je vais plutôt marcher que courir. Et grâce au corona, j'ai redécouvert l'eau parce que moi, j'aime pas aller dans la piscine quand tout le monde est en train de bouger dans tous les sens. Mais ici, à Bruges, avec le corona, il fallait par Internet réserver ta place. Oui, et donc, tu pouvais faire tes longueurs sans qu'il y ait beaucoup de monde, 40 au maximum. Un avantage. Donc, moi, je me dis que pour moi, pour maintenir une bonne santé, c'est faire des trucs qui alimentent ton feu, qui alimentent ton eau, la fluidité, donc les émotions, qui alimentent la terre. La terre, pour moi, je crois que c'est très important. Respirer convenablement, mais c'est aussi se nourrir convenablement. Ouais, tu l'as dit. Faire attention à ce qu'on mange.
manger de la nourriture vivante. Mhm. Donc, depuis longtemps, nous, on n'achète que des trucs bio, même si ça coûte cher, hein. Même si ça coûte cher, mais bon, la santé n'a pas de prix. La santé n'a pas de prix. Et puis, c'est une question de référence. C'est cher parce que la malbouffe est devenue extrêmement abordable. Alors, est-ce que c'est encore à manger? Parce que finalement, on pourrait, oui, se remplir, c'est facile, hein. On peut trouver plein de choses à engloutir, mais se nourrir, ça, c'est différent. Et c'est clair C'est que ça a ça. un prix parce que ça demande un savoir-faire derrière, un certain respect, quelles que soient les croyances que chacun a sur l'alimentation. J'étais juste en train de me promener hier soir ici à Bruges et tu dois faire gaffe maintenant hein, en Belgique parce que tu peux te faire écraser par les gens Deliveroo là. Ah oui? Ah oui, parce que donc partout, t'as des vélos Oui, qui vont apporter la nourriture à domicile. oui, Ça, c'est nouveau, quelque chose de grâce, slash à cause du confinement. oui, Les gens ils commandent et quelqu'un vient d'apporter ta nourriture à la maison. oui. Et je trouve ça chouette hein, d'un côté quand tu peux pas faire autrement. Mais je me dis, mais quand est-ce que les gens prennent encore le temps de préparer leur pas, Oui. de Alors, choisir la nourriture? tout à fait. Et comme tu disais tout à l'heure par rapport aux éléments ancestraux qui nous nourrissent, préparer à manger, ça faisait partie de nos priorités jusqu'il n'y a Oui. pas si longtemps que ça dans notre histoire. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un élément que je ramène souvent en coaching, c'est que le moment, quand on n'a pas le temps pour préparer à manger, mais qu'on veut absolument méditer, on peut faire les deux en même temps. On peut être en méditation quand on prépare à manger. Donc, Oui, on va gagner du temps. mais c'est ça. Moi, je pense que je crois que j'avais lu ça quelque part dans un bouquin sur, sur les sages chinois. Mhm. Et je me souviens avoir lu ce, ce petit passage d'un très, très, très vieux monsieur à qui on posait la question, le secret de sa longévité. Il sait faire mon ménage. Oui. Ah, et faire son ménage. Donc, quand tu passes l'aspirateur, mais sois conscient, respire, fais ça dans une. Dis attention, je vais maintenant, parce que si mon mari écoute ce podcast, il se fiche de moi, parce que je suis loin d'être la fille du logis. Hein. Franchement, comme on a ce partage de tâches, c'est lui qui prend vraiment beaucoup plus les tâches ménagères sur lui. Mais je veux dire, mais ça, c'est vraiment important de faire les choses avec conscience. Manger avec conscience, respirer avec conscience. Et moi, je pense, quelque chose qui m'a énormément parlé, c'est, j'ai fait 3, 4 fois une quête de vision. Oui. Donc, vraiment aller dans la nature sans manger. Une personne qui a changé, qui a bouleversé mon modèle du monde, c'est une Australienne que tu connais peut-être, Jasmine. Jasmine, qui est une femme qui travaillait dans le secteur bancaire, qui, je pense qu'elle a eu un cancer du foie. Et donc, elle a, ça a été pour elle le début d'un long chemin de découverte aussi, où elle s'est lancée dans la méditation. Je ne dis pas maintenant que quand on a le cancer du foie, la méditation, ça guérit, je le dis déjà d'avance, hein, Oui, oui, on est mais bien d'accord. elle a commencé un long chemin Un chemin où elle particulier. a jeûné et elle a été tellement profondément dans cet art qu'elle est maintenant la pionnière d'un mouvement qui s'appelle The Pranarian, donc des personnes qui vivent du prana. Ok. Donc prana, l'élan vital, l'énergie vitale, et elle a tout un protocole où tu pourrais, en tant qu'être humain, faire comme les plantes, vivre sans manger donc des légumes, de la nourriture, et ne vivre que de l'énergie qui vient du prana. Je l'ai rencontré, je l'ai logé chez moi, j'ai suivi quelques trucs, j'ai accompagné quelqu'un qui faisait ce processus. Moi, c'est pas mon chemin, j'aime assez Oui, bien me nourrir, mais le fait que ce soit une possibilité m'a ouvert un grand champ parce que mm, moi, quand je formais, quand j'allais en entreprise, ben, la bouffe, avant, c'était la grande bouffe mhm. avec des séminaires, avec du vin et tout.
Maintenant, c'est des sandwichs, tu vois? Donc, toutes des choses qui sont pas bonnes pour la santé. Et moi, j'ai appris à pouvoir rester un long moment sans manger. Donc, Oui, un peu le jeûne intermittent. tout à fait. Tout à fait. Et c'est effectivement pour ça que j'étais très content de t'avoir dans ce podcast, puisqu'il fera partie d'une série d'interviews justement sur cette capacité au corps à s'adapter, mais avec progressivité, que ce soit pour Oui, le sport, pour le jeûne ou pour oui, le travail personnel. Lorsque l'on a des nœuds, il ne faut pas du jour au lendemain aller de thérapeute en thérapeute et essayer d'enlever tout ça. Ça se fait vraiment par couche et ça, je pense que c'est vraiment important, quel que soit l'âge. Et ce que tu as partagé il y a quelques minutes m'a vraiment ému dans ce que tu donnais comme piste, parce que je sais qu'il y a une ou deux personnes dans mon entourage qui vont vraiment boire tes paroles et vraiment avoir énormément de bénéfices de t'entendre parler de ta propre expérience. Et quand tu parlais des histoires, ben voilà, on est dedans. Tu nous as partagé une partie de ton histoire et je trouve que c'est nourrissant en fait. C'est vraiment inspirant. parfait. Oui. Et donc, on est passé à travers tes différents baumes, justement, par rapport à ton quotidien. J'ai beaucoup aimé aussi l'importance des saisons, parce qu'on ne fait pas ce qu'on faisait à 25 ans, comme on ne fera pas encore ce que l'on fera dans 25 ans. Mais quel conseil pourrais-tu donner, toi, aujourd'hui, aux entrepreneurs qui pourraient se sentir anxieux depuis 2 ans hein, dans cet changement planétaire social, humanitaire finalement, parce que c'est 7 milliards de personnes qui sont concernées. Qu'est-ce que tu pourrais donner, non pas aux 7 milliards de personnes, hein, mais aux entrepreneurs qui nous écoutent et qui se disent, ouais, oui, c'est bien tout ça, mais qu'est-ce que je peux faire là? Je me sens coincé. Quel serait un conseil que tu pourrais leur donner? Tout d'abord, il y a cette expression, je crois que ça vient de la sagesse indienne, que l'on enseigne ce qu'on doit apprendre soi-même. Mhm. Donc, quand je partage mes bons conseils, c'est parce que je sais bien que c'est plus facile de les dire aux autres que de les suivre soi-même. Euh, j'ai eu très, très peur durant les 2 ans, enfin, oui, c'est presque 2 ans, hein. Mhm. D'abord avec ce virus qu'on ne savait pas ce que c'était. Ensuite, comme j'ai quand même, je dirige avec toute une équipe une école de coaching où les gens viennent, où ils ont payé un trajet à long terme. Donc moi, je me dis non d'une pipe, qu'est-ce qui va se passer avec notre business? C'est pas parce que tu es en coaching, c'est pas un business, hein, Bien c'est pas sûr. parce que tu es dans le développement personnel, c'est vraiment, est-ce qu'on va s'en sortir? Bah Est-ce que oui, ça bien va sûr. marcher? Est-ce que les gens vont continuer à suivre les cours? Et donc, moi qui étais vraiment une personne du présentiel, j'ai dû apprendre toutes ces techniques online pour lesquelles ni moi ni mon team n'étaient préparés. Mais on a rebondi, on a retravaillé, on est resté ensemble aussi dans le confinement, mais on s'est beaucoup réunis. Et c'est là on a vraiment fait appel à l'intelligence collective. Donc, je dirais à des entrepreneurs qui sont dans l'anxiété, que ce soit de l'anxiété au niveau financier, au niveau alimentaire ou même au niveau éco-anxiété. Qu'est-ce qui va se passer dans les mois, dans les années à venir? Euh, Qu'est-ce qu'on peut proposer aux gens? Comment est-ce que je fais ma petite part de colibri? Par Oui. exemple, moi, je suis une grande voyageuse. Moi, ça fait 2 ans que je fais du surplace. Ça me manque énormément. Mais bon, comme tu disais aussi, prendre l'avion, est-ce qu'on peut encore se le permettre juste pour ça, juste pour s'amuser? Mm. Enfin, donc, moi, je crois que le conseil que je donnerais à des entrepreneurs, c'est entreprendre. Prendre entre. Je sais pas pourquoi me vient cette idée, parce qu'en flamand, tu dis ondernemen, c'est prendre en dessous. Donc, en français, c'est prendre en. Moi, je crois qu'être entrepreneur, c'est de saisir les opportunités. Donc, c'est ce qui se passe dans le monde extérieur, voir de quelle façon ça résonne avec quelque chose qui est à l'intérieur de toi. Mhm. Dans l'école de coaching, je vois bien, il y a aussi des entrepreneurs. L'école a continué à marcher. Pourquoi? Parce que plein de gens se sont remis en question. Ont Ouais. remis en question
leur business. Les personnes qui sont salariées se sont dit, mais est-ce que ce ne serait pas le moment de faire ce que j'ai toujours eu envie de faire et de me lancer comme entrepreneur? C'est ça. Mais avec tout, moi, comme je l'ai vécu moi-même, avant d'avoir pu me déprogrammer que j'avais quelque chose à offrir et que si je faisais quelque chose, si, je vais le dire un peu de manière ésotérique, si je suivais mon âme ou mon intuition, ça allait s'arranger. Ouais. Mais je t'assure, j'ai encore dans ma chambre là des cahiers remplis d'affirmations que j'avais le droit, que je méritais Ouais. et que l'abondance, elle était aussi pour moi. Et quand je dis abondance, c'est en première instance l'abondance en santé. Tout à fait. Tout à fait. Donc, parce que si tu n'es pas en bonne santé, tu ne sais pas entreprendre. Tu sais pas entreprendre, tu sais pas prendre du recul non plus. C'est très Non, compliqué d'être non, avec non. cette demande d'aide, parce que tu parlais d'intelligence collective. Clairement, ça peut être une solution justement pour ces entrepreneurs et s'inspirer effectivement de ce qui est alentour. Mais pour ça, il faut être un tout petit peu, je ne vais pas dire en santé, parce que justement, on s'adresse aux entrepreneurs qui pourraient être proches du burn-out, qui pourraient être vraiment très fatigués, de se dire, OK, ne restez pas seul, allez faire appel. Ce n'est pas une honte d'aller Tu faire vois, appel. quand je dis santé, hein, c'est un peu dans le sens de la grande santé, dans le sens de ce que j'avais lu dans Jodorowsky, Ouais, qui a comme définition de la santé, il dit, c'est un... Non, je vais dire la maladie d'abord. ouais, La maladie est un déséquilibre stable. ouais. Donc, par extension, la santé est un équilibre Ah, instable. ouais. Instable parce que tu peux manger bio, tu peux prier, tu peux méditer, shit happens. Ouais, Donc la fatalité, l'adversité, ça nous arrive à tous, à tous. Tout à à fait. tous. Tout à Et fait. donc comment rétablir cet équilibre? Comment répondre à l'adversité de forces qui sont beaucoup plus grandes que nous? Comment y répliquer? C'est, je pense, en essayant de bien équilibrer la terre, l'air, le feu et l'eau. Hello. Allez Et chercher. l'eau. L'émotion, l'eau. Ouais. Vas-y, vas-y. Et, et, et donc, ce que je voulais dire avec les entrepreneurs, ils sont très forts dans la terre et Ouais, très forts dans le feu. Hein, mais il faut aussi faire un stop, prendre le temps de s'aérer, de respirer, ouais. de souffler. Et aussi, comme je t'avais dit, comme j'étais coupée comme ça, j'étais aussi coupée de mes émotions. Parce que, enfin, dans l'enfance que j'ai eue, mon père, alcoolisme, crise de colère, violence. Donc, quand tu vois ça quand tu es petit, ben, tu apprends à couper tes émotions. Bien sûr. Et là, j'ai quand même ouais, et tu te coupes de plein de choses aussi. Hein. Donc, tu fais des trucs, mais alors tu ne connais pas tes limites. Ouais, Et donc, prendre le temps de faire un stop, de dire, mais qu'est-ce que je ressens au plus... Et ça, les techniques de respiration m'ont quand même bien reconnecté au corps, à l'émotion, et ça fait que tu deviens naturellement un peu plus sensible aussi. ouais. Clairement. Clairement, et c'est marrant que tu termines par ça, parce que c'était ma dernière question, justement, je voulais Ah, te poser. C'est ben justement, par rapport à cette approche holistique de la santé, selon toi, est-ce que ce travail peut aider un entrepreneur? Tu viens de répondre en partie, hein, parce que tu l'as dit, l'entrepreneuriat, il y a beaucoup de feu, il y a beaucoup de terre, sur des chiffres, il faut être productif, on a la tête dans le guidon, on se brûle, c'est ce qu'on dit, oui, alors que tout à fait. tu insistes sur le fait d'avoir ce côté air au niveau de la pause, de la respiration et des émotions. Et donc, dans ta pratique, puisque tu t'adresses justement à des entrepreneurs, comment est venu finalement, depuis 2004, quels sont les entrepreneurs que tu vois dans l'école de formation ou à travers les coachings? Quel est ce pont? Comment évolue ce pont entre ce domaine entrepreneurial qui est très productif et le développement personnel? Mais, comme ça fait 30 ans que je suis dans le métier, j'ai vu une nette évolution, franchement.
Ou avant, tu parlais de yoga, tu devais avoir peur qu'on te mette sur le bûcher et qu'on te Oui. prenne pour quelqu'un qui est dans une secte. Maintenant, le yoga, c'est vraiment mainstream, hein. Oui. Franchement, euh, qu'est-ce que j'ai vu dans l'évolution? En fait, à l'école, on s'adresse à monsieur et madame tout le monde, dont les entrepreneurs, mais avec le BAO, groupe BAO veut dire bouche à oreille. Donc, corporate, on a beaucoup, enfin, quand je dis on, c'est tout un team qui fait des interventions dans les entreprises, qui, c'est du leadership, pas du management. Et donc, c'est comment faire pour être un bon leader pour tes équipes dans le bien-être, dans le respect. Parce que quand tu es dans le bien-être, c'est un des adages, ce n'est pas la performance qui engendre le bien-être, mais c'est le bien-être qui engendre la performance. Donc, si tu es bien équilibré, tu vas être créatif. Et maintenant, dans les temps anciens, David, on ne savait pas toutes ces choses sur la théorie polyvagale. Les neurosciences n'étaient pas aussi loin, ni aussi vulgarisées. Maintenant, c'est bien, c'est quand tu es... Attends. Oh, zut. Oui, attends, parce que je ne t'entends plus. Attends, c'est ton micro. Voilà. Et maintenant? Oui, voilà, je te réentends. Donc, t'as un petit peu frisé, mais on avait toujours le son, donc je t'ai laissé parler. Mais quand tu as D'accord. parlé, au moment où tu as dit, on avait, à l'époque des anciens, on n'avait pas la théorie polyvagale et neurosciences, mais... Et donc, à ce moment-là, on ne pouvait pas proposer certains exercices sans que les gens puissent se rebiffer. Ouais. Écoute, moi, tu sais comment j'ai fait depuis le début de ma carrière de consultante indépendante. J'ai toujours travaillé avec ceci. Ouais. Donc, j'allais dans les entreprises avec mes balles. Je disais déjà d'avance, habillez-vous relax. Et donc, je les faisais rebondir sur la balle et ils se tenaient la main. Enfin, tu vois, j'avais inventé toute une façon d'aborder le corporel, mais dans la joie et dans le, comment dire, dans le fun en fait. Ouais. Mais en faisant ça, ils respiraient. Bien sûr. Donc, Tu tu faisais vois? passer je dirais, le processus à travers un habillage un peu différent. C'est ça, c'est ça. Et puis, avec le temps, ce que moi, je me suis spécialisée. Donc, quand j'accompagne, ma première question, c'est toujours, est-ce que tu es prêt à marcher avec moi pour le coaching? Donc, les gens qui travaillent avec moi savent que je fais du coaching nature, même si j'habite en ville ici à Bruges, mais que je fais toujours mon coaching en marchant. C'est ça. En tout cas, quelques sessions de coaching en marchant, parce que rien que ça, c'est la nature qui est le remède, hein. Bien sûr. Et Moi, on je le suis juste, moi, je suis juste un sounding board. Je pose quelques questions intelligentes qui ont trait à la sagesse intérieure de la personne. ouais. Elle respire, on marche l'un à côté de l'autre, le bon air, et rien que ça calme le système nerveux. Tu rentres dans le mode plutôt parasympathique que sympathique. La personne se régénère et elle devient beaucoup plus créative. Mais tu vois, là tu peux maintenant, moi je n'ai pas un grand background médical, mais de manière un peu vulgarisée, avec des métaphores, tu expliques le truc et les gens, ils se disent, ah oui, c'est fondé. Bien Tout sûr. ce que les anciens yogis, ou même en chamanisme, tout ce qu'ils savent comme ça intuitivement, bien maintenant, la science peut l'expliquer. Tout à fait.
Et donc aujourd'hui, quand tu t'adresses aux entreprises et que tu vas en atelier dans l'entreprise, tu parles des 4 éléments. Je parle des 4 éléments, je parle du burn-out, où Ouais. je leur dis un truc que j'avais lu d'un poète, David White, que j'adore. Il disait, euh, je vais d'abord dire en anglais, The antidote to burn-out is not always rest. Donc, l'antidote contre le burn-out, c'est pas toujours contre l'épuisement, c'est pas toujours se reposer. It is also wholeheartedness. Donc, faire les choses avec tout ton cœur. Tout à fait. Et je pense que si je peux donner un conseil aux entrepreneurs, c'est soigne-toi bien, parce que quand tu te soignes bien, tu peux être inspiré. Tu peux entreprendre, tu peux entrevoir les choses que si tu es stressé, tu es né dans le guidon et tu es dans ta vision tunnel. Tout à fait. Donc, saisir les opportunités, rebondir, pouvoir te connecter à l'autre, puisqu'il faut quand même que tu vendes. Mais si tu vends, tu dois savoir ce que l'autre... Donc, il faut être calme. Ouais. Et là, je pense que tu as vraiment touché un point clé, c'est être connecté à l'autre. Mais pour ça, il faut être connecté à soi-même. Et ça, je veux dire, tu l'amènes, tu arrives à faire des exercices ou des situations en entreprise où les gens se rendent compte que s'ils sont nerveux, ils vont avoir un impact nerveux sur le collègue. Ah, oh, si, alors là, j'ai naturellement la théorie polyvagale qui explique tout ça, hein. Et donc, vraiment, scientifiquement parlant, les gens aiment bien, puis moi j'ai dit de manière vulgarisée, mais ils Ouais, peuvent aller faire des recherches, bien lire sûr. des trucs dessus, et ce qui semble tout à fait normal euh, du common sense, si tu peux l'expliquer scientifiquement, les gens adhèrent. Et Ils puis, arrivent ils à rentrent dans connecter. l'expérience. Oui. Et puis, ils rentrent dans l'expérience. Et en rentrant dans l'expérience, ils sentent de l'intérieur, ils déduisent de leur propre expérience les bienfaits que ça a. Très chouette aussi, David, c'est naturellement la cohérence cardiaque, hein. Ouais, ouais. Tu expliques le truc, ou tu leur dis, il y a des applications, downloadez-les, c'est gratuit. Pour les entrepreneurs qui ont un peu le sens un peu de la compétition, ils sont en compétition par rapport à eux-mêmes pour Ouais, leur bien-être. ouais. Tu vois, et alors là, à respirer ensemble, rien que ça. Pour leur team, tu expliques aussi que ça a un impact, que l'électromagnétisme du cœur impacte les autres. Ouais. Puis tu les fais chanter un peu ensemble. Tout à fait. Ça me fait penser à une expérience que j'avais eue il y a quelques années quand j'avais donné une conférence pour le Congrès international à Reims. Je ne sais plus exactement le nom que ça avait, mais pour montrer justement cet impact. Et j'avais fait un défi parce que je ne savais pas du tout si ça allait fonctionner comme ça. Mais j'ai demandé à 2 personnes de tester leur souplesse. Donc on a vu jusqu'où elles pouvaient aller vers le sol. Et puis j'ai demandé à une personne de faire un exercice de relaxation et de se retester après. Elle avait gagné en souplesse. La personne qui n'avait rien fait, je lui ai demandé de se tester, elle avait aussi gagné en souplesse. Et là, je me suis dit, c'est quand même. Et là, je pense que tu dois, en groupe, parce que j'ai moins l'habitude de travailler avec des groupes par rapport à ton expertise, je pense que tu dois voir ce genre de phénomène tout le temps, l'effet de groupe et l'implication que ça peut avoir dans les équipes. Tout à fait. Et alors, tu vois, quand les gens se sentent inclus, quand ils savent qu'ils sont en sécurité, qu'ils ne vont pas être abandonnés, humiliés, traités injustement, un peu les 5 blessures, là, hein, trahis, hein. Quand il y a ça, quand ils reconnaissent leurs compétences et sont reconnus pour leurs compétences, là alors, et c'est à ça que mes collègues et moi, on arrive dans les groupes où on veut arriver, c'est qu'ils atteignent un niveau d'authenticité où les gens se sentent portés par une tribu, Mhm. contribuer, hein, tribu. Hein. Tu liras ça dans mon livre. Oui, oui, tout à Donc, fait, je suis parce impatient. on veut apporter une contribution au collectif. Et le plus important pour moi, et là, on va peut-être faire le lien avec les entrepreneurs, mais entrepreneurs, on est tous des entrepreneurs de sa propre vie, hein, on est tous des leaders de sa vie. Donc,
C'est vraiment ça. Le plus important, c'est que chaque personne puisse être convaincue qu'elle est unique et qu'elle a quelque chose d'unique à apporter dans la grande tapisserie de la vie. Et ça ne doit pas être avoir un business qui rapporte des millions, ça peut être rester à la maison, s'occuper des enfants, être un bon musicien, faire bien la cuisine. Donc, tu vois, mais de ne pas douter de ça. Et ce que je vois, c'est qu'énormément de gens doutent de ça, veulent rentrer dans des stéréotypes, et c'est là qu'ils vivent à côté de leur pompe. Hein. Tout à fait, clairement, clairement. Donc, je pense que si quelqu'un suit vraiment son feu intérieur, automatiquement, les gens vont être attirés par cette personne et vont vouloir acheter ses services ou ses produits. Tout à fait. Donc, pour bien entreprendre, il faut bien s'occuper de soi. Voilà, il faut prendre le temps, c'est un peu le lièvre et la tortue, hein, rien ne sert de courir, il faut partir à point et de pouvoir justement prendre soin de soi parce qu'effectivement, comme tu le dis, après, on est plus efficace vers l'extérieur si on a pris attention à notre intérieur. En tout cas, ça m'a fait énormément plaisir d'échanger avec toi, Daniel. C'est vrai que c'est dommage qu'on a cette conversation alors que je suis si loin, mais bon, on ne sait pas ce que l'avenir va nous amener. On aura certainement l'occasion de se croiser dans les années à venir. J'aimerais beaucoup. Ben oui. Et si Samira aussi. Ouais. Voilà, exactement, mais tout à fait. Et je vais vraiment l'inviter à écouter, parce que évidemment, Samira, elle a des podcasts toutes les semaines à écouter si elle veut depuis que j'en fais, mais il y en a certains que je lui dis, écoute, celui-là, il faudrait vraiment que tu prennes le temps. Mais pour ceux qui nous ont suivis et qui veulent en savoir plus, qui veulent éventuellement suivre la sortie de ton livre, où peut-on te trouver facilement sur les réseaux? Sur les réseaux, on peut me trouver, bon, j'ai mon site, le site de notre école, c'est élanvital.be. C'est ça. C'est bao-élanvital.be. Et je suis sur Instagram, BAO Élan Vital, Daniel Dehelde de BAO Élan Vital. Et je suis aussi sur Facebook, Daniel Dehelde, tout simplement. Voilà, mais donc je mettrai toutes ces indications dans le descriptif de la vidéo. Et ton livre, il est prévu pour quand? Arrête de me stresser. Hein. Ah non, c'est surtout pas ça. C'est parce que comme ça, on le garde en tête, tu vois. Non, écoute, franchement, il était prévu pour le 30 novembre, date de mes 61 ans. Je me suis moi-même mis un peu moins la pression. Ce sera pour janvier 2022. Et je me fais accompagner par ma coach, Laurence Ortegat. Et c'est là que je vois, si je ne l'avais pas, j'aurais moins de discipline. Moins de discipline ou plus de pression, parce qu'ici, j'imagine qu'elle peut aussi te dire, écoute, voilà, tu ne cours pas non plus après quoi que ce soit. Tout à fait. Tout en maintenant un truc, parce que sinon, je pourrais aussi aller, mais c'est pas tellement important de toute façon. Et alors là, elle m'a dit, donc tu vois, c'est vraiment avoir une juste tension. Pas pour que l'élastique pète, pas non plus qu'il soit raplapla, mais qu'il soit tout juste. C'est juste parfait. Et c'est dans quelle langue alors que tu vas le Français. Le français? Oh ben, on a de la chance alors, parce que tu l'aurais sorti en néerlandais, je l'aurais donné à Samira, mais j'aurais dû attendre la traduction. Donc, un tout grand merci. Honnêtement, Daniel, ça m'a fait très plaisir de t'avoir, d'échanger. Je suis très honorée, franchement. En tout cas, très, très enrichissant pour moi. J'espère que ça l'est aussi pour vous qui nous écoutez. Comme d'habitude, un rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel interview. Si vous avez accroché avec le discours de Daniel, n'hésitez pas à aller voir le site internet et à aller voir sur son Instagram et à lui poser des questions par rapport à votre carrière ou à votre objectif personnel. Avec grand plaisir. Et une fois par mois, je fais un breathing circle que j'ai appelé Vitality Circle, que je fais avec ma collègue Fabienne. Et c'est gratuit. Et donc, les gens peuvent faire 75 minutes de respiration consciente, connectée, guidée. Oui, c'est très chouette. Et ça, pour les horaires, pour les inscriptions, etc., on trouve ça sur Instagram?
Oui, je n'ai pas encore mis sur Instagram, mais sur le site de BAO Élan Vital, c'est marqué. Ça va, oh, Le génial. prochain, c'est le 22 novembre et alors ce sera exceptionnel parce qu'on va avoir un guérisseur des Andes, Don Justino, qui de ces montagnes du Pérou va ouvrir l'espace sacré et va nous accompagner avec sa flûte, si ça marche avec Zoom, pendant que Fabienne et moi, on guide. On va vraiment Mais je te combiner, l'enverrai. voilà, on va combiner l'ancien monde et le nouveau monde pour un monde futur qui doit effectivement nous guérir tous parce que là, ça devient urgent. Ça devient urgent. Et ce sera comme ça. Maintenant, cette vision. Maintenant, cette vision. Merci beaucoup, Daniel. Je te souhaite une bonne fin de journée. Et, Je vais faire une bonne promenade à la mer maintenant. oui, profites-en. En plus, la lumière semble être magnifique pour ça. Bye bye, hein, David. Oui, salut.